Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La spasmophilie ou tétanie lentante est un ensemble de plusieurs manifestations qui sont liées à une forte anxiété. Une crise de spasmophilie peut venir par des palpitations, des hyperventilations, des spasmes, des tremblements, de crampes. Les femmes seraient davantage concernées. Quels sont les symptômes et les causes d'une spasmophilie? Nous ferons le point avec Dr Paromna Franck, docteur en psychopathologie et psychologie clinique. Et en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez laissées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va bien ici. Ça va? Ça va. Très très bien. Très bien. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de spasmophilie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce que c'est exactement cette maladie? Oui, c'est une maladie qui peut se définir d'une manière simple. C'est une hyperexcitabilité musculaire. Donc, c'est une maladie qui est due à une excitation musculaire qui peut survenir d'une manière brusque ou d'une manière très progressive. Donc c'est comme ça qu'on peut définir d'une manière très brève la spasmophilie. Ça se déclenche comme ça? Oui, ça peut se déclencher d'une manière progressive ou d'une manière brusque, quoi. Et comment, quelles sont les causes exactement de cette maladie? Les causes, la spasmophilie, c'est une maladie qui se développe d'abord, comme vous venez de l'introduire, chez les femmes, plus chez les femmes. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des hommes qui en souffrent, et plus chez les sujets jeunes. Parce que nous, les femmes, on souffre de beaucoup de choses déjà à la base. Alors, oui, puisque vous en faites beaucoup. Ah, c'est pour ça, c'est parce que vous en faites pas assez alors. Oui, c'est normal. Donc nous sommes plus protégés que vous. Sinon, vous en faites beaucoup, donc vous êtes beaucoup plus exposés. Donc c'est normal. Pauvre de nous. Et donc, du coup, ça arrive plus chez les femmes? Oui, plus chez les femmes et chez les sujets jeunes. Donc, quand je parle de sujets jeunes, il peut s'agir d'un garçon comme d'une fille. Oui. Donc, ça peut arriver. Les causes sont vraiment multiples. Mais identifier vraiment une cause exacte, c'est généralement un peu difficile. Mais c'est une maladie qu'il faut vraiment faire attention parce qu'elle nécessite une prise en charge psychologique. Mais on doit aussi consulter un médecin pour poser certains diagnostics. Parce que les causes peuvent être organiques. D'abord, une insuffisance de calcium, de magnésium, parfois une dérégularisation de la thyroïde ou une insuffisance rénale. Ça peut être ça peut entraîner une hyperexcitabilité musculaire qu'il faut vraiment diagnostiquer et traiter d'une manière très précoce. Une hyper, comme vous l'appelez? Une hyperexcitabilité musculaire. Ça veut dire quoi exactement? Cela veut dire que notre muscles sont vraiment excités. Vous savez, les muscles c'est comme l'électricité, donc c'est excité, on n'arrive pas à maîtriser leur contraction, donc c'est sous forme de crampe, quoi. Donc on n'arrive pas à maîtriser, c'est excité, on est un peu excité de gauche à droite, on n'arrive pas à se maîtriser. C'est douloureux ça? Pardon? C'est douloureux? Oui, parce que ça va perturber ta vie quotidienne. Donc ça, on n'est pas encore arrivé sur les signes, mais on est sur les causes. Oui. Donc les causes, c'est à peu près ça. Maintenant, il y a le plus souvent, c'est lié aussi à un stress très élevé. Parce que il y a les deux types de stress, il y a le stress positif, le stress négatif. Donc quand je parle de stress très élevé, c'est le stress négatif qui est très élevé et ça peut effectivement engendrer cette spasmophilie. Oui. Et du coup, donc on parlait justement des signes. Oui. Les signes, on peut avoir vraiment une hyperventilation. On a l'impression que le cœur fonctionne très 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 rapidement. On peut se sentir très fatigué. On peut penser également comme on se détache de soi, quoi. Cela veut dire que je ne suis plus moi-même. Ce n'est plus moi. C'est comme je me perds un peu.
ou bien c'est comme généralement les gens disent mon âme s'est détachée de moi, quoi. On peut également sentir des crampes musculaires au niveau des doigts, au niveau des jambes, au niveau de la thorace. On peut même avoir mal à la thorace. Donc, on peut sentir également une angoisse très élevée. Ça peut aller jusqu'au vertige. Ça peut aller aussi également jusqu'aux troubles gastriques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça perturbe énormément la vie quotidienne de la personne. La personne n'est pas aussi capable de rester peut-être dans le public. La personne rentre dans le public, tout de suite va commencer par sentir ces douleurs, ces crampes, cette perte de connaissance. Ça peut aller même un peu vers la perte de connaissance, le vertige, ainsi de suite. Donc, la personne peut sentir tout cela. Est-ce que tout ça, ça rentre aussi dans tout ce qui est santé mentale? Oui, c'est une maladie, c'est classé dans la santé mentale. Oui. Donc, c'est normal. Et justement, comment vous diagnostiquez ça quand les patients viennent vous voir justement pour des problèmes de crampes ou de douleurs comme ça? Généralement, la personne, il faut vivre ça pour voir comment c'est douloureux. La personne se perd complètement, hein. La personne ne se retrouve pas, la personne est complètement déboussolée, paniquée, parce que ça serait très difficile qu'on dise à la personne que tu vois, ton problème peut être psychologique. Plus ça survient d'une manière brusque, oui, la personne ne se rend même pas compte que c'est le stress qu'elle a vécu qui a pu aboutir à ça. Vous voyez? Donc généralement, c'est une maladie, donc quand on en souffre, ça perturbe, on est déboussolé et on peut aller dans tous les sens possibles. Oui. Donc pour diagnostiquer, d'abord, il faut que la personne consulte un médecin qui arrive à poser tout ce qui est comme diagnostic différentiel. Et après, s'il n'y a rien, donc là, c'est le psychologue qui arrive vraiment à poser pour faire une petite distinction peut-être avec l'anxiété qui présente pratiquement les mêmes signes que l'asthmophilie. Philie, oui. Et justement, comment évolue la maladie? Comme je venais de le dire tantôt, ça perturbe d'abord la vie quotidienne de la personne. Et la personne, ça peut s'aggraver avec le temps. Mais toujours, c'est vraiment une hyperventilation, une hyperexcitabilité. La crampe est là, ainsi de suite. Donc, c'est la complication, c'est ça. Donc, et généralement, ce n'est pas lié à une autre maladie, quoi. C'est ça. C'est ça le problème. Oui, donc, du coup, la personne ne sait même pas, c'est pas par rapport à une autre maladie qu'elle avait déjà avant. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Et la personne peut se mettre à pleurer tout de suite. Vraiment, la personne ne se contrôle plus. Et après, dans les complications, ça va plus loin que ça? Pas trop loin, mais c'est toujours les mêmes signes. Oui, donc, tu vois, bon, si la personne travaille, vous voyez que la personne peut devenir un peu... peut perturber le travail dans son entreprise. Si la personne vit dans une famille, les gens ne comprennent pas que c'est ça. Donc aujourd'hui, demain, le lendemain, tu vois que la vie familiale aussi peut être perturbée un peu. Donc si vous n'êtes pas patient, c'est pas facile de gérer ces situations. Bah justement, spasmophilie, ou crise de tétanie, quelle est la différence entre les deux? Tétanique, c'est beaucoup plus médical. Oui. Donc c'est où quoi? On dit spasmophilie ou une crise tétanique. Donc c'est pratiquement la même chose. Ok. Donc tout à l'heure on parlait de les gens qui peuvent être touchés. Donc vous parlez des femmes et aussi des plus jeunes. Les sujets les plus jeunes aussi, c'est lié à quoi exactement? C'est par rapport à leur vie quotidienne à la maison. Ça arrive comment chez les plus jeunes? Les plus jeunes, généralement, ils sont les plus stressés que nous. C'est ce qu'on croit souvent. Oui, ils sont les plus stressés parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de choses au même moment. Ils peuvent vivre aussi des crises aussi familiales, et vivre aussi des vivre aussi des soucis aussi scolaires, les résultats scolaires, ainsi de suite. Ils doivent affronter la vie. Ils sont en train d'aller dans un sens où ils ne maîtrisent exactement pas là où ils vont. Il y a aussi l'incertitude de l'avenir également, comme je venais de le dire, qui peut les faire affronter cette situation. Par exemple, chez certains sujets jeunes ou bien
qui perdent peut-être leur fonction. C'est vrai, on va dire qu'il a perdu la fonction et c'est ça qui a entraîné la crise. Oui, je suis d'accord, mais c'est effectivement lié à un stress très élevé, quoi. Oui. Donc, c'est ça. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Ce qu'il faut faire, il faut vraiment une bonne hygiène de vie. Mm. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut éviter tout ce qui est excitant. C'est les cafés, tout ça, Café, la cigarette, les boissons, les boissons, oui, Ouais. il faut vraiment éviter ça. La troisième des choses, si la cause est vraiment médicale, il faut introduire, il faut régler. Par exemple, l'insuffisance du calcium, de magnésium, ou bien une insuffisance rénale, bon, il faut quand même en traiter. Et après, quand la personne se trouve dans un milieu où il y a vraiment une hyperventilation, généralement on préconise, mais il faut que quelqu'un assiste cette personne, il faut qu'il mette quand même le nez dans un sac pour diminuer un peu, pour avoir un peu du carbone, quoi. D'accord, dans un sachet Oui, dans le sachet, oui, plastique ou bien en papier, Oui. pour diminuer un peu de carbone, pour que l'hyperventilation diminue un peu. Donc la personne respire ou Oui, il respire abondamment. Donc quand il fait ça, ça diminue. Donc il prend un peu du carbone et ça diminue la ventilation, l'hyperventilation. Mais il faut que la personne soit assistée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même quelqu'un à côté de la personne pour pouvoir faire ça. Après aussi, il faut respecter vraiment le sommeil. Les temps du sommeil, il faut vraiment les respecter, faire au minimum 8 heures par jour pour que ça puisse aller. Mais justement, quand ces crises arrivent ça peut arriver partout, vous dites, Oui, ça peut arriver dans la partout. rue, donc Généralement, même, c'est quand la personne peut-être est dans une situation, quoi, oui, où elle est un peu d'angoisse, un peu embarrassée. La crise est déjà là, mais elle peut survenir régulièrement dans certaines situations, quoi. Par exemple, la personne sort maintenant, la personne peut être dans un magasin, la personne peut être au service, un peu contrariée, c'est fini, ça déclenche. Donc après, c'est les problèmes c'est la difficulté à respirer. Après, on peut confondre aussi avec l'asthme. Non, on ne peut pas le confondre avec l'asthme. Je parle bien d'une hyperventilation, oui, accompagnée peut-être des douleurs thoraciques, des crampes musculaires, des doigts, des jambes. C'est un peu... Donc, on ne peut pas confondre avec... Oui. C'est très, très vraiment contracté. Bah écoutez, oui, bon, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive, et comme vous dites, il faut assister, il faut être vraiment attentif aussi aux personnes qui se trouvent à côté de vous, quand ça arrive, comme l'a dit docteur tout à l'heure. Donc il faut identifier un peu le facteur déclencheur. Voilà, et aider cette personne-là. Si vous avez un sachet plastique ou un sachet en papier, donnez-lui et aidez-le à respirer, ça. La personne respire dedans, mais il faut l'assister pour ne pas être étouffé. C'est juste, comme il y a une hyperventilation, donc il a beaucoup d'oxygène, donc on diminue un peu. Ok. Ouais, donc avec le sachet, il y aura un peu de carbone, ou bien avec le papier, il y a un peu de carbone, donc il n'a plus vraiment chaud, donc ça peut vraiment le stabiliser. Donc, mais il faut vraiment l'assister. Oui. Donc voilà un petit peu, si vous avez une situation où vous vous retrouvez face à ce type de cas. Oui. Donc assister la personne, aider la personne à respirer correctement. Et est-ce que la maladie, elle est grave, hein, on peut le dire, mais c'est une maladie grave. De toutes les manières, la personne ne va pas mourir. Ça va pas jusqu'à là. Mais ça perturbe sa vie quotidienne. Maintenant, comme la personne ne comprend pas, elle peut rentrer dans tous les domaines, quoi. Donc c'est ce qui peut compliquer, ce qui peut porter atteinte à sa vie. Est-ce que c'est héréditaire? Non, je ne sais pas trop. Mais justement, quand ces personnes-là, côté médical, c'est pas soigné, mais quand ils arrivent chez vous, vous les aidez comment? D'une manière simple, je le réfère au médecin d'abord. Ok. Qui pose vraiment son diagnostic. Si c'est une insuffisance rénale, donc il faut rapidement qu'on règle son insuffisance rénale. Ce n'est pas lié à son stress. Vous voyez, ce n'est pas lié à son... Si c'est un manque de calcium ou bien de magnésium, il faut qu'on régularise d'abord. Avant de venir... Avant de revenir. Et ça, généralement, ça passe. Maintenant, quand c'est lié au stress, là, vraiment, il faut que le psychologue le prenne en charge. La personne peut être aussi prédisposée à ne pas supporter les situations de stress.
Vous voyez, donc, mais ça ne survient pas. Le stress, on vit le stress quotidiennement. Oui. On l'avait vécu, mais pourquoi à un moment donné, on n'arrive plus à le supporter? Donc c'est à C'est ce ça moment que le psychologue doit vraiment intervenir intervenir. pour prendre en Mais charge. écoutez, bougez pas, hein, on revient juste après le journal. Reste avec nous.